Apprendre à coder, c'est souvent un chemin sinueux. Certains passent par des bootcamps, d'autres par des formations classiques ou même des tutoriels en ligne. Mais il y a une voie un peu plus radicale à prendre en construisant quelque chose de réel, en créant un service et parfois même en créant une entreprise. C'est apprendre le code par nécessité, là où chaque ligne écrite compte et où chaque bug coûte du temps, de l'argent et parfois même quelques nuits blanches. Mais ça, c'est quelque chose que nous connaissons tous. Mais alors, comment se lancer sans expérience préalable? Faut-il choisir entre apprendre à coder et développer son entreprise? Et surtout, est-ce que, comme dans Ratatouille, tout le monde peut apprendre à coder? Pour répondre à ces questions ambitieuses, je ne reçois pas Elon Musk, mais il s'y connaît en apprentissage. Alex, bonjour. Salut Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Alex, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Ouais. Donc je suis Alex Delivet. Je suis le fondateur d'une solution SaaS qui s'appelle Collect, donc usecollect.com. Ce qu'on fait chez Collect, c'est on fait une plateforme qui permet de récupérer des documents et des informations auprès de ses clients. Donc les principaux cas d'usage, ça va être dans l'immobilier, dans la finance. Donc par exemple, dans l'immobilier, un agent immobilier ou un courtier en prêt immobilier, il a besoin de récupérer des documents auprès de ses clients, que ce soit pour une transaction ou une location. Je sais pas, des documents financiers, d'identité, des choses comme ça. Il va tout lister sur Collect, partager un lien avec le client, et en fait le client va remplir tout son dossier, et derrière on facilite les allers-retours si ça va pas, l'export, l'intégration avec les CRM, enfin, voilà. Ouais. On fait pas mal de choses. On bosse avec donc des métiers de l'immobilier, des fintech pour faire du KYC. On fait aussi, je travaille aussi avec des cabinets d'avocats qui font de l'immigration, des SaaS qui font de l'onboarding. Voilà, c'est assez large et assez horizontal. Okay. KYC, au cas où quelqu'un ne connaîtrait pas, donc c'est Know Your Customer. Ouais, exactement. Donc c'est ce qu'on vit de plus en plus depuis quelques années, c'est-à-dire que ce soit la banque, enfin en fait il y a plein d'organismes qui à un moment donné vont vous dire on a besoin de vérifier qui vous êtes, donc une pièce d'identité, un justificatif de domicile pour des entreprises, un cabis ou autre pour vérifier qui on est, quoi. Okay. Et tu ajoutes à ça des services de tu prenais l'exemple effectivement des pièces d'identité, ouais, de vérification de la... Alors nous j'ai pas de vérification à proprement parler. Je suis pas un pur player du KYC. Okay. Il y a des boîtes qui font vraiment, tu vois, du KYC pur et dur. Moi, je suis pas un pur player du KYC. En revanche, je viens remplacer ceux qui font du KYC à la main. Ce qui est pas, enfin, toi, tu as le droit de faire du KYC à la main ou même du KYC physique. Tu vois, si tu vas dans ta banque, tu vois, il y a de fortes chances que ta banque t'ait fait un KYC physique. À un moment donné, tu as rencontré ton conseiller, t'as dit passez-moi votre pièce d'identité, tu vois. Moi, je viens remplacer en fait toute cette partie-là qui se faisait un peu par mail et qui se fait encore beaucoup par mail, tu vois, en fonction des boîtes où ils te disent est-ce que vous pouvez nous envoyer ça par mail, tu vois, le moyen le moins sécure du monde. Je viens le remplacer en le digitalisant. Ok. Et qui permet du coup aussi de faire des systèmes d'alerte, de rappel. Exactement. En revanche, pour revenir sur ta question, à défaut d'avoir de la vérification d'identité, où là pour le coup je pensais vraiment à un autre métier et une autre responsabilité, je m'intègre quand même avec des services qui font de l'OCR pour faire de l'extraction de data automatisée. Okay. Donc je bosse avec une boîte qui s'appelle Mindy en fait, et aujourd'hui tu vas sur Collect, ce que tu peux faire c'est tu viens déposer donc des pièces et tu vas dire bah tiens ça j'ai besoin que tu m'extrais la data qui est dans ces pièces là, et ça on va le faire du coup en utilisant l'API de Mindy. Ok. Et donc cas un peu particulier, c'est que tu as lancé ce projet là en ne sachant pas coder. Alors, c'est un peu clickbait, oui, mais pour revenir, alors effectivement, quand je l'ai lancé, en tout cas, je savais pas coder comme aujourd'hui, ça c'est sûr. J'avais
déjà codé quand j'étais plus jeune. Moi, j'ai commencé à coder comme beaucoup, tu vois, à 16-18 ans, PHP, à faire des sites web au début pour des copains de mes parents. Enfin, tu vois, tu te fais un peu ton petit réseau comme ça. Tu fais des petits sites web, mais bon, très très basiques. Puis un peu plus compliqué, tu vois, à l'époque. Et après, j'ai arrêté de coder pendant une grosse dizaine d'années. Et en 2015, j'étais chez eFounders, j'ai décidé de partir de chez eFounders pour monter un projet. Et là, je me suis dit, le prochain projet que je monte, je suis pas sûr de trouver, tu vois, un associé technique. Et j'avais pas envie d'être dans un mood, tu vois, levée de fonds, essayer de construire une grosse équipe et ainsi de suite. Donc, il fallait que je trouve sinon quelqu'un, tu vois, genre en mode juste être deux sur un projet. Et je m'étais dit, en tout cas, j'ai pas envie que ça me freine, donc en attendant, je vais me mettre à coder. Et donc, je me suis remis à coder à ce moment-là, à réapprendre vraiment tous les basiques, parce qu'en fait, en 10 ans, t'oublies quand même pas mal de choses. C'est comme le vélo, Et puis, ça s'oublie pas, mais... ça a changé aussi, ça a changé de ouf. En fait, ouais, ça a changé de... Il y a plein de choses qui ont changé, qui se faisaient pas de la même façon. Tu vois, à l'époque, t'avais pas... Déjà, niveau front... Ça n'a rien à voir. En 10 ans, ça a vraiment complètement changé. Et niveau back, pareil, même sur les déploiements, enfin, tu vois, il y a plein de choses qui ont changé. Et c'est vrai, ce côté... Enfin, maintenant, on n'en parle plus et c'est devenu un peu une banalité de dire ça, mais d'un côté, on a gagné énormément parce que tout devient plus simple. Enfin, devient plus simple. En tout cas, on a l'impression que c'est plus simple. Tu vois, genre, tu peux faire un déploiement en 2 secondes. Aujourd'hui, je sais pas, sur un Vercel ou whatever. Mais... d'un autre côté, en fait, le niveau que tu dois avoir dans un certain nombre de domaines, il est quand même plus violent qu'avant, tu vois. Avant, tu vois, je sais pas, quand on faisait du PHP, enfin moi, il y a ça 20 ans, tu te connectais en FTP, tu changeais ton fichier et ça marchait, tu vois. Aujourd'hui, ce serait une hérésie, tu vois, de faire ça, mais... donc, tu vois, ouais, je sais pas, ça a changé. Ouais. Non, c'est effectivement une discussion que j'avais en plus hier, parce que je suis en train de préparer un épisode avec le créateur de Symfony. On a parlé effectivement un petit peu de ce sujet-là, sur le fait qu'on a un métier qui est de plus en plus complexe, mais que la complexité qu'on avait il y a 20 ans est devenue hyper simple. Ouais. De certaine façon. Ouais, mais ça s'est quand même complexifié malgré tout, quoi. Ouais, et puis, tu vois, quand tu redébarques, et quand tu vois le nombre de concepts qu'il faut que tu appréhendes, en fait, c'est un peu... c'est assez violent. Mais bon, ça se fait, quoi. Après, il y a aussi le fait que, donc, toi, tes premiers contacts avec le code, c'était quand tu étais plus jeune, on va dire collège, lycée, où aussi tu le fais pas avec les mêmes contraintes, avec les mêmes problématiques. C'est-à-dire que tu fais des choses forcément un peu plus crades, de manière un peu plus bricolée. Là où quand tu le fais pour ta boîte, j'imagine que tu as quand même des envies de faire quelque chose de propre, quoi. Ouais. Alors après, il se trouve que j'ai au final la chance d'avoir démarré sur le mauvais projet. Tu vois, c'est-à-dire que quand je pars de chez eFounders fin 2015, pendant 2 ans, je suis un peu on-and-off, dans le sens, j'apprends, je code sur un projet, mais en fait, ce projet-là, je le mets en comment dire, enfin, je fais pas mal de freelance en parallèle. Donc, tu vois, tu as des moments où je bosse beaucoup dessus, tu as des moments où je bosse pas beaucoup dessus. Un peu comme beaucoup, je pense, de nos auditeurs, tu vois, qui font ça, tu vois, par exemple, en mode side project. Donc, en fonction du temps qu'ils ont dispo, ils peuvent bosser dessus ou pas. Du coup, le premier projet sur lequel je bosse, c'est un CRM pour les VC. Je connais pas mal le monde du VC, je connais beaucoup de VC, et je m'aperçois qu'en fait, à cette époque-là, il n'y a aucun outil qui est dédié, tu vois, aux VC. Et du coup, ils se retrouvent en fait à gérer leur... c'est pas tant leur portfolio, c'est vraiment plus, tu vois, les VC rencontrent beaucoup de boîtes et ils prennent beaucoup de notes et tout. Et en fait, je me dis, on peut leur faciliter des choses. C'est des API qui à l'époque sont ouvertes, qui maintenant sont un peu plus fermées, tu vois, comme Crunchbase ou autre, où donc tu peux apporter en fait, tu vois, genre le mec il a un rendez-vous et en fait tout de suite tu vas lui faire une fiche avec, tu vois, tout l'historique de la boîte, ainsi de suite. Tu peux éventuellement, tu vois, dans ce que moi j'avais prévu, mettre un système d'alerte, du coup, genre à chaque nouvelle version, tu vois qu'il a un petit truc pour que, tiens, je rejette un œil 6 mois plus tard ou autre, parce que ça faisait un peu partie de ce qu'ils font. Et ça matchait pas trop mal, enfin en tout cas j'avais l'impression, avec mon côté, l'envie de faire quelque chose de bootstrap, parce que les VC, ils ont un peu si tu veux, la crainte
d'avoir un outil, d'utiliser un outil qui était financé par un autre VC. Ce qui est normal, tu vois, c'est qu'à un moment donné, tu vois, tu te dis, attends, si c'était financé par un autre VC, est-ce que les mecs n'ont pas accès à de la data, tu vois, en particulier et tout. Et donc je commence à bosser sur cet outil en faisant plein d'erreurs, en interviewant des VC, mais peut-être pas assez et tout. Et puis, en fait, rapidement, je m'aperçois que pour signer mon premier client, ça allait être... le marché est petit. Et pour signer mon premier client, en fait, tu as quand même un niveau d'attente qui est hyper élevé. Les mecs, ils veulent tous une appli mobile, ça évolue vite. Ils veulent quand même des interfaces qui pareil, tu vois, sont... Enfin, ils sont en contact avec des produits et ils ont une exigence qui, du coup, est assez importante. Donc, en fait, je m'aperçois vite que ça va être compliqué, tu vois. Peut-être que je vais réussir à signer quelques clients, mais pas de quoi en vivre. Et en fait, je me dis, il faut que je reparte sur quelque chose, et puis de plus simple. Enfin, en tout cas, j'avais l'impression. Et donc, c'est là où ce projet que j'avais, donc de collecte, que j'avais en tête depuis longtemps, me revient. Je me dis, bah, attends, vas-y, hop, je me focus dessus et je le sors en quelques mois. Tu avais commencé à coder sur ce projet avec les VC ou pas? Ah ouais, carrément, ouais. Okay. En fait, c'est pour ça que je dis, la chance, c'est que je me suis fait les dents sur ce projet. Pareil, et je l'ai déployé, tu vois. Donc, en fait, j'ai quand même été sur une version quasi live de ce projet. Donc, en ayant, tu vois, des contraintes de tiens, comment je fais pour déployer, comment est-ce que je fais pour le mettre à jour et que ça pète pas tout, et ainsi de suite, quoi. Mais j'ai jamais eu de clients payants sur ce projet-là. Ok. Et est-ce que, sorti de ce premier test de projet, tu t'es dit, ok, en fait, je suis suffisamment solide ou confiant pour coder celui d'après, ou t'étais encore un peu... Non, j'étais assez confiant. Ok. Ouais, j'étais assez Et en confiant. lançant ce projet sur les VC aussi, tu te disais, au final, c'est qu'un métier, ça peut s'apprendre comme un autre, quoi. Aussi. Aussi, ouais. Mais donc, c'était pas tant que tu trouvais pas un associé technique, c'était aussi que tu avais l'envie, en fait, de... Carrément. Non, j'avais l'envie. J'avais l'envie, et l'envie aussi, tu sais, elle vient en étant au contact de personnes qui le font, enfin, je trouve. Et il se trouve que donc moi en 2014-2015 j'étais en contact avec Vianney et François qui sont les cofondateurs de Lemlist, tu vois, qui à l'époque avaient monté une boîte qui s'appelait Talkus. Donc c'était un chat, tu vois, un peu comme Crisp, mais qui était synchronisé directement avec Slack, et un autre pote, Moritz, qui lui avait monté Mail Parser puis Dog Parser, c'est dans ce sens-là, je sais plus. Ouais, c'est ça. Qui est en fait un parseur d'email et de documents qu'il a revendu, tu vois, derrière un fonds, un espèce de petit fonds de PE. Et tu vois, et du coup, ce côté solopreneur, ou en tout cas petite équipe, tu vois, et avoir, comment dire, un SaaS qui génère, tu vois, quelques milliers ou dizaines de milliers de MRR, tu vois, ça m'excitait pas mal, quoi. Ok. Est-ce que tu as fait tu t'es fait un planning, tu t'es fait une roadmap, tu t'es dit, ok, il faut que j'apprenne à coder, donc on va se faire des tutos, on va se faire des formations, ou t'es dit, ok, en fait, je vais faire une première feature, et puis on avance. Je suis un peu comme ça, moi. Je suis un peu comme ça. Non, sur les tutos et ainsi de suite, mais quand j'étais donc en 2014, je me suis remis en fait à faire des tutos. À l'époque, j'avais, je sais pas si ça existe encore, une plateforme qui s'appelait Treehouse, qui en fait est une plateforme qui te permet d'apprendre à coder. Donc en gros, tu as des espèces de tutos avec un IDE, tu vois, qui est intégré. Donc en fait, derrière, il te pose des questions. Et dedans, tu avais des formations, tu vois, tu avais des formations front, tu avais un peu de JS, tu avais, je pense, un peu de Python. Tu vois, genre, tu avais un certain nombre de programmes. Tu as un peu de gamification en plus dedans. Donc tu vois, il y a, je sais pas, plein de modules que tu peux faire en 10 à 20 minutes. Donc en fait, t'en fais un peu tous les jours. Et tu vois, en quelques mois, ça m'avait un peu redonné confiance, tu vois, genre en mode, ah bah tiens, ok, tu peux te lancer. Et puis après, je suis un peu en mode, ok, tu vois, genre j'ai des idées et j'essaie d'avancer. Par contre, je pense qu'un réflexe que j'ai eu, c'était d'essayer de bien organiser. Enfin, tu vois, j'ai quand même si je suis pas en mode planifié, tu vois, genre faire des specs. Enfin, je suis plutôt doer que thinker, tu vois. Néanmoins, j'essaie quand même de le penser en me disant, attends, faut pas faire n'importe quoi. Tu vois, t'as des principes de base
de don't repeat yourself, tu vois, d'essayer de faire des choses qui soient modulaires, que j'ai quand même assez en tête, et du coup, pour essayer de bien cadrer, tu vois, ce que je fais, quoi. Alors, cette méthode Dry, du coup, elle te vient d'où? Parce que t'as pas eu de formation de développeur, Non. t'as pas suivi une formation technique. Le principe Dry, c'est un très bon principe. Bon, il y a déjà des gens qui sont venus à ce micro pour en débattre de est-ce que c'est utile ou pas. Mais la question toute bête, comment t'en as entendu parler? D'où ça te vient, en fait, cette... Je sais pas. Je suis Après, tu sais, ça imprégné, fait partie de quoi. ta culture, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On est quand même... Enfin, moi, perso, ça fait depuis 2009 que je suis à fond dans cet univers. Enfin, et c'est comme ça qu'on s'est connus, tu vois, dans cet univers startup et tout. Du coup, même si je connais pas, j'étais quand même, tu vois, genre vraiment imprégné. J'ai bouffé, entre guillemets, tu vois, des blog posts, voilà, plein de choses. Et même, je pense, même avant, déjà, j'avais déjà un peu ce côté, tu vois, ce côté-là. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris. Et après, tu vois, l'avantage ou l'inconvénient de ma formation, c'est que, alors, justement, t'as ce côté dry, tu vois, et en même temps, j'essaye d'être pragmatique. Je vais essayer, là, ça se trouve, je vais pas me faire de potes en disant ça. Pour le moment, le pragmatisme, on adore. C'est que tu vois, par exemple, quand j'ai fait la première version de l'API de Collect, je me suis dit, il faut que tu sois capable, il faut que nos clients soient capables, en un call d'API, d'envoyer une requête. J'ai horreur, tu vois, et je prends l'exemple de Stripe, tu vois. Sur Stripe, tu peux créer, finalement, tu vois, une souscription, je pense, créer genre le client, la souscription, et ainsi de suite, quasiment en un call d'API. Et en fait, je trouve ça horrible quand tu es sur des API, tu vois, genre en CRUD, genre en mode, bah non, un objet égale, tu vois, une route d'API. Donc en fait, tu vas déclarer ton client. Une fois que tu as déclaré ton client, tu récupères l'ID. Une fois que tu as récupéré l'ID, tu vas pouvoir faire un lookup, tu vois, dans la liste de tous les abonnements que tu as, et ainsi de suite. Et tu vois, et à la fin, en fait, tu as écrit, tu vois, 350 lignes pour faire un truc que tu aurais pu faire en un call d'API. Et du coup, alors, moi, tu vois, c'est un peu l'approche que j'essaie d'avoir. C'est parfois, c'est peut-être pas, entre guillemets, pixel perfect, au sens où des puristes du code pourraient, tu vois, on va dire le voir. Mais je me dis, en tant qu'utilisateur, tu vois, je kifferais avoir ça. Ouais. Ce que je te propose, c'est qu'on essaie de se faire un peu ton parcours d'apprentissage du code et la vie du use collect. Et après, parce que j'ai plein de questions, pas philosophiques, mais sur tout ça. Donc, j'imagine la première question à se poser aussi quand tu commences ton projet, c'est quel stack utiliser. Donc, je sens que tu es imprégné de beaucoup de choses, mais encore une fois, c'est pas ta formation. Comment tu as choisi ta stack de démarrage? C'est une bonne question. Alors, ma stack de démarrage, je l'ai choisie. Donc, je te redonne le contexte. Je suis chez eFounders, je suis sur le point de partir d'eFounders, je veux monter ce projet-là. Et donc, chez eFounders, je traîne beaucoup avec François et Vianney, qui sont à l'époque en résidence, en résidence chez eFounders. Donc, multi-projets. Et soutien technique, et puis qui développent aussi des outils, tu vois, pour eFounders. Eux, à l'époque, utilisent Meteor.js, et du coup, je me dis, bon, de toute façon, il faut que je choisisse quelque chose. J'ai qu'à démarrer sur Meteor. Je suis au contact de deux, ils vont pouvoir m'aider, et du coup, je démarre, en fait, comme ça. Et je sais pas si c'était la bonne ou pas la bonne raison. Et aussi, tu as le côté un peu... ce qu'on disait, tu vois, tout à l'heure, le côté doer, tu vois, finalement, tu vois, je préfère démarrer avec quelque chose plutôt que de me poser la question et de faire un benchmark pendant je sais pas combien de temps. Au final, en fait, tu vois, les limites de Meteor, sur certains points, je les vois aujourd'hui. En fait, je les ai jamais vus avant. Donc, c'est pas, tu vois, genre, pour de vrai, je pense que c'était pas vraiment un sujet. Et puis, de façon, tu vois, la question s'est reposée quelques années après. Donc, comme je t'ai dit, j'ai eu ce premier projet sur la partie VC, et après, donc, j'ai décidé de monter Collect. À ce moment-là, j'aurais pu changer de techno, et tu vois, et je me suis dit, en fait, je me suis bien fait les dents sur Meteor, je commence à
à être à l'aise, je vais pas dire à maîtriser, mais être à l'aise avec Meteor. Et à l'époque, Vianney et François, je pense qu'ils avaient déjà commencé l'Emlist. Et l'Emlist, tu vois, en termes de revenus, ça commençait déjà à bien marcher. Et du coup, en fait, bah, tu te dis, si ça peut marcher pour eux sur cette stack-là, tu vois, c'est que c'est pas forcément une mauvaise stack, quoi. Et puis le choix de se dire, tu as accès à de la compétence de ce côté-là, pour moi, c'est un excellent choix. Hein. Ouais. Donc, la meilleure techno, c'est celle que tu maîtrises, de toute façon, de manière générale. Donc, Complètement. après, et donc, donc, tu commences à te lancer donc, sur Meteor pour ton projet. Il y aura une question qui rejoint un peu la question de Nicolas sur le live, c'est il y a un delta entre ce que tu peux trouver comme ressources pour apprendre sur Internet versus ce dont tu as besoin en entreprise, parce que tu as des besoins très spécifiques en entreprise, que ce soit en termes d'architecture, mais que ce soit aussi en termes de performance, en termes de maintenabilité et autres, qui ne sont pas forcément des choses qu'on trouve beaucoup, Ouais, en tout cas à ma connaissance, sur Internet. Tu étais en plus aussi dans un monde très orienté startup, où on parle de millions de users, de centaines de millions de users, et donc tu vois, est-ce que tu as réussi à te protéger de ces faux problèmes techniques de comment je vais faire, tu vois, comment je fais pour avoir une architecture qui va supporter 1 million de users simultanés? Complètement. En fait, tu vois, mais ça là-dessus, bah, typiquement, si je reparle avec Vianney et François, tu vois, Vianney et François là-dessus, ils sont très, on va dire, très simples, tu vois. Genre, est-ce que tu as le problème aujourd'hui? Non. Bon, bah ok, reviens me voir quand tu as le problème. Ok. Point. Tu vois. Et en fait, il y a des choses où tu apprends au fur et à mesure, tu vois. Et là-dessus, je suis d'accord avec la question de Nicolas. Tu vois, enfin, les premiers stress de la plateforme, j'ai dû les avoir, 2 ou 3 ans après l'avoir lancé, tu vois. En mode où tu t'aperçois qu'effectivement, ton code, quand tu le relis, et en plus, tu vois, genre, c'est sur des parties, je vais pas dire legacy, mais tu vois, que tu as fait à un moment donné, tu t'es pas posé vraiment la question de est-ce que c'était bien pensé ou autre. Tu vois que tu as un problème de perf, tu te dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes ton code et tu comprends tout de suite quand tu te dis, ah oui, effectivement, ça fait beaucoup de boucles, tu vois, genre des boucles dans des boucles, et là tu dis, effectivement, je comprends que tu vois que ce soit mal, que ce soit mal foutu. Et voilà, et du coup, tes clients, ils s'en sont presque pas rendus compte, c'était peut-être un peu lent, tu vois, à ce moment-là. Tu fais une refacto, et puis, entre guillemets, tu passes à la suite. Et oui, mais ça c'est aussi c'est le côté inhérent en fait de tout développeur ou développeuse, c'est cette création entre guillemets naturelle de des techniques où en fait quand tu fais un choix d'implémentation à un instant T, tu le fais en connaissance de cause de l'instant T. Ouais. Mais effectivement, comme tu le dis, 2 ans après, il se passe des choses qui font que ton choix d'implémentation il est remis en cause. C'est pas pour autant que ton choix était mauvais. Ouais, à ce moment-là, c'était le bon, mais c'était le bon, voilà, mais dans le nouveau contexte, c'est plus forcément adapté. On est d'accord. Et alors après, tu as aussi, c'est un peu un trade-off à un moment donné de se dire, quand tu implémentes quelque chose, quel est le coût marginal pour faire quelque chose qui scale ou pas, tu vois. C'est vrai que, par exemple, moi, j'ai une approche où donc j'ai du Meteor, mais je me repose aussi pas mal sur des microservices. Et tu vois, et en fait, ces microservices, ils me permettent typiquement, tu vois, d'avoir justement un côté beaucoup plus scalable sur certains points, parce que, en fait, tout ce qui va être consommateur, tu vois, enfin, tout. Pas tout, mais tu vois, un certain nombre de choses qui peuvent être consommateurs de ressources, tu vois, au niveau du service, vont être, entre guillemets, outsourcés auprès des microservices, tu vois. Okay. Et en fait, à l'époque, la chance que j'ai, c'est que Meteor, donc c'est un framework qui finalement est basé sur du Node, et en fait, sur du Lambda, tu fais tourner soit du Python, soit du Node. Donc, si tu veux, c'est assez facile, en fait, d'externaliser certains services sur Lambda, quoi. Ah, donc toi, t'es parti sur un environnement Lambda, du coup, en serverless complètement? Ouais, enfin, complètement. J'ai, je sais pas, une dizaine de microservices qui tournent. Ok, pas mal. Tu vois, je te donne un exemple. Aujourd'hui, tu fais un export de tes requêtes où tu génères un zip. Ça, c'est des choses qui sont outsourcées, tu vois, auprès de Lambda. Parce qu'en fait, tu vois, genre, générer un zip, c'est quelque chose qui peut être, tu vois, qui peut être consommateur de ressources. Et du coup, en fait, si t'as un mec, c'est con de faire tomber ton service pour générer un zip, quoi. Ouais. Sur cette démarche d'apprentissage,
en contexte réel de production. C'était quoi ta mécanique? Est-ce que, tu vois, moi, je pense que si je faisais ça aujourd'hui, alors après, aussi difficile à dire, mais moi, je pense que ma façon de faire, ça aurait été, ok, je veux faire une fonctionnalité ou un truc, je le fais, et une fois que ça marche, j'essaie de voir comment je peux le refaire pour le rendre euh, euh, adaptable à un contexte professionnel. Tu vois, genre, je me dis, ok, je teste un premier truc qui va être un peu crade, je veux juste que ça marche, et après, je repasse dessus pour refaire un truc propre. Toi, Vraiment, j'y vais direct. Ok. Ça marche, on met en prod et on se pose. Ouais, après, tu vois, je teste. Il y a beaucoup de flags en fait dans le produit qui permettent, tu vois, d'avoir de la modularité, que ce soit d'un point de vue pricing, enfin, tu vois, mais aussi pour bêta tester, tu vois, certains modules. Donc en fait, j'ai eu cette approche-là assez tôt. Ok. Et tu vois, j'hésite pas, tu vois, par exemple, il y a quelques mois, j'ai shippé en fait, sur un portail collect, tu as un certain nombre d'éléments que tu peux venir afficher. Donc toi, tu as des éléments de récupération de documents, tu as des formulaires. Et il y a quelques mois, j'ai rajouté un élément tâche à effectuer. Et tu vois, donc ce côté tâche, en fait, où tu vas décrire, tiens, crée-toi un compte à tel endroit, regarde cette vidéo, fais ce genre de choses. Et derrière, pour chaque tâche, tu peux mettre des actions, tu vois, dessus. Okay. Et ça, tu vois, depuis, ça a dû être lancé, je sais pas, il y a 3-4 mois, t'as un petit bandeau bêta, et en fait, s'il y a un problème, il dit, contacte-moi, tu vois, genre, enfin, entre guillemets, c'est assumé, tu vois. Je vois. Il y a, dans ce métier de dev, il y a un truc qu'on connaît tous, c'est une sensation de frustration quand on essaie de faire un truc pendant un certain temps. Et puis quand ça marche, il y a une espèce de relâchement d'endorphine, une espèce de kiff assez fort, qui parfois va jusqu'à un mode ok, putain, je suis trop fort, j'ai réussi à faire ce truc-là. Est-ce que toi, tu te souviens de ce premier kiff que tu as eu où tu as passé un temps fou à te prendre la tête sur un truc et puis d'un coup tu fais ah, en fait, je suis balèze. Le projet peut-être qui me fait le plus penser à ça, je sais pas si c'était le premier, mais en tout cas celui où j'ai le plus ressenti ça, c'était la mise en place d'un service en serverless pour faire de la détection de malware. En gros, une demande de certains clients, c'était de dire on a besoin que vous checkiez qu'il n'y ait pas de malware sur sur les fichiers qui sont uploadés. Et du coup, en fait, comment tu le fais, quoi. Et tu vois, et un gros principe que j'ai, c'est de dire tout ce qui concerne la data des clients, j'essaye d'éviter d'exposer une API tierce. Tu vois, genre, parce que, en fait, tout devient plus galère, tu vois. Ça veut dire que quand tu fais tout ce qui est RGPD et ainsi de suite, si tu commences à balancer tes fichiers dans un service tiers, tu vois, genre, tu complexifies d'un seul coup ton cycle de vente de malade. Donc, quid de comment est-ce que je fais pour les checker. Alors maintenant, Amazon a une solution, mais à l'époque, il n'y avait pas. Et du coup, je me dis, il faut que je trouve une sorte d'anti-malware, tu vois, que je puisse installer. Avec la problématique que il faut que alors je vais dire une bêtise, parce que je pense que c'est pas le bon terme, c'est pas ta librairie, mais que ton référentiel, si tu veux, de malware soit toujours à jour, quoi. Parce que tu vois, s'il n'est pas à jour, en fait, si tu as un nouveau malware qui sort et que la dernière mise à jour date d'il y a 6 mois, ça marche pas. Donc en fait, j'avais cette problématique-là de comment est-ce que je peux monter un service en lambda pour vérifier, pour faire tourner un anti-malware open source qui vienne vérifier les fichiers, tu vois, qui sont uploadés et me renvoyer la data, tu vois, auprès de collègues pour que je puisse les flaguer si c'est le cas, tu vois. Et ouais, ça, j'ai passé quelques nuits, tu vois, dessus. Ouais. Trouver la bonne architecture, le bon mode de fonctionnement. Et là, ce jour-là, je me suis dit, ok, je crois que j'ai passé un step, et quand je repense, tu vois, je sais pas, quelques années avant, tu vois, mince, je fais comment pour déployer, et ainsi de suite, je me dis, ok. Ouais, il y a la sensation que t'avais franchi un gap, quoi. Ouais, je pense que j'ai un niveau maintenant, tu vois, technique qui est pas trop mal, quoi. Ok. Et pour terminer, t'as accueilli un développeur dans ton équipe.
Comment ça s'est passé ce moment-là où tu fais venir un professionnel qui a un diplôme certifiant sur ce métier-là et où tu lui donnes un peu les clés du camion? Écoute, bah, déjà, j'avais été un peu réfractaire, tu vois. Mais Il y a un peu de peur, un peu d'appréhension? ouais, t'as vachement peur parce que bah, déjà, moi, j'avais la peur et c'est pour ça que je l'ai pas fait tout de suite, tu vois, de qui je vais accueillir, est-ce que je peux avoir confiance, tu vois, dans quelqu'un. J'avais eu des potes qui s'étaient fait tirer leur code base, tu vois, d'un projet en l'outsourçant et du coup, qui s'étaient retrouvés en fait à avoir un concurrent qui était sorti avec leur code base, pour faire simple, tu vois. Donc, tu te dis, merde, genre, j'ai pas envie que ça m'arrive. Et donc voilà, je me suis dit comment je peux faire pour ne pas que ça m'arrive. La bonne nouvelle, c'est que, comme je te le disais, j'ai un certain nombre de choses, par exemple, qui sont serverless. Donc, tu vois, par exemple, de ce point de vue-là, je m'étais dit, je vais lui donner accès à l'app Meteor, mais pas à cette partie-là. Ensuite, il a un environnement de dev qui est complètement différent de la prod. Donc, tu vois, il a accès à aucun des services qui sont en prod. Tu vois, il n'a pas accès, à aucune clé d'API en prod. Donc, alors, ça complexifie un peu sur le moment où tu vois où tu donnes les clés pour qu'ils puissent jouer avec. Mais bon, ça te sécurise sur le. Mais donc, du coup, sur c'était pas une sur appréhension sur le fait que quelqu'un d'autre allait voir ton Bah code après, et t'as ça. potentiellement Voilà. te Après, dire... donc ça, c'est la première partie. Et ensuite, t'as la partie, le jour où tu le rajoutes sur GitHub et tout. Là, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il va en penser? Alors, c'est assez marrant parce que le seul point qu'il a dit, et qui va revenir à ta dernière question du podcast, c'est qu'à l'époque, moi, je faisais des tabs et lui, il voulait à tout prix que des espaces. D'accord. Et donc, en fait, franchement, sur plein de choses, tu vois, il n'y a pas eu trop de soucis. Mais, il y a 2-3 trucs sur lesquels on n'est pas... mais c'est plus des questions de mise en forme. Mais tu vois, en fait, c'est pas vraiment sur le code, c'est plus sur le... Ouais, tu vois, la façon dont on va structurer le code, typiquement, ouais, espace ou table, tu vois, où lui, par exemple, tous les arguments, il va les mettre en ligne. Donc, tu vois, genre, si tu as 15 arguments qui sont passés dans une fonction, en fait, il va les passer sur 15 lignes. Moi, j'ai un écran de 34 pouces, donc en fait, ça m'arrange, tu vois, que ce soit sur une ligne et de pas les avoir comme ça. Lui, je sais pas ce qu'il a comme écran, mais du coup, tu vois, il a ce truc-là. Donc, moi, quand je reprends son code, du coup, c'est relou. Je suis obligé de passer mon temps à scroller, tu vois. Bon, c'est des choses comme ça. Mais sinon, après, honnêtement, ça s'est bien passé. Ce que je lui ai fait, par contre, comme onboarding, alors j'ai la chance, c'est qu'il était tout seul. Donc, c'est pas la même chose que quand t'onboard, tu vois, un développeur tous les X jours sur un projet. Ce que j'avais préparé quand il est arrivé, c'est un certain nombre de cartes. Alors moi, j'utilise Trello. Je suis un peu à l'ancienne là-dessus, mais enfin après, c'est comme ta stack technique, hein, tant que ça marche. Ce qui est important, c'est ce avec quoi tu es à l'aise. J'ai préparé un certain nombre de cartes de plein de petites améliorations, mais qui se retrouvent à plein d'endroits de l'interface et du code. Et du coup, ça fait un peu une piscine, mais tu vois, genre en mode, bah en fait, du coup, tu es obligé de te lancer, et c'est pas genre, je vais pas demander de faire un nouveau module complètement standalone, qui soit pas du tout intégré avec le reste du code, et auquel cas, tu vois, je pense que c'est compliqué, tu vois, d'appréhender, tu vois, le reste de la code base. Là, l'avantage, c'est qu'il y en avait un peu partout, donc il était obligé, tu vois, de comprendre comment j'avais organisé le projet, et de suggérer des choses dessus. Mais du coup, j'imagine une certaine satisfaction de ne pas avoir un dev qui arrive et qui lève les yeux au ciel en mode mais c'est n'importe quoi en fait. Ouais, déjà. Et puis aussi, de toute façon, autre chose, effectivement, une satisfaction, mais limite, je fais un peu caricaturer, mais moi, la satisfaction, je m'en fous. Enfin, je sais pas trop comment dire. Ce qui était important pour moi, c'était plutôt que cette décision d'onboarder un dev soit la bonne et que derrière, en fait, on puisse bosser ensemble, tu vois. Okay. Parce que, tu vois, s'il m'avait dit ta codebase, c'est de la merde et il faut tout refacto, en fait, je pense que la réponse aurait été bon, bah ok, on arrête de bosser ensemble, tu vois.
Ouais, je vois. Parce que pour de vrai, au moment où il est arrivé, j'avais déjà pas mal de clients et ça tournait. Donc tu vois, genre, donc je l'aurais pas pris, tu vois, genre en mode ah ouais, ok, bah tiens, on va passer 6 mois à tout refacto et je vais te payer entre guillemets à rendre le code comme tu as envie qu'il soit, quoi. Donc tu vois, genre, et je pense malgré tout, enfin, pour revenir là-dessus, c'est pas non plus un effort qu'il a fait, tu vois, genre en mode de toute façon, on n'a pas le choix, il va rien entendre, tu vois, genre c'est. Voilà, ça marchait, quoi. Ok. Euh, et donc, le choix d'embarquer quelqu'un sur cette partie-là, en fait, c'était juste pour te donner toi les moyens de faire autre chose dans la boîte, ou il y avait aussi un côté de te dire, bon, bah, j'ai peut-être besoin d'avoir un nouveau regard, quelqu'un dont c'est le métier qui peut apporter Non, quelque chose sur certains. c'est vraiment le côté me libérer du temps pour pouvoir faire plus de marketing et de sales, Ok. parce que j'en fais vraiment pas assez. En fait, aujourd'hui, j'ai un produit qui pourrait faire, on va dire, 5 à 10 fois plus de revenus en ayant le même produit, tu vois. Donc, il y a un vrai problème. J'espère que ma femme écoute pas ça. Il y a un vrai problème de marketing, tu vois, de faire plus de marketing pour le faire connaître et tout. Et à côté de ça, euh, alors, je lui délègue pas que les trucs qui sont à faible valeur ajoutée, mais on va dire le côté architecture, je continue de le garder, tu vois. Ok. Euh, L'architecture, c'est moi qui continue de le faire, et je pense en toute sincérité être plus, comment dire, plus fort là-dessus que ce qu'il peut me proposer. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'en termes d'exécution, si tu veux, euh, bah, en fait, lui, il est dédié à ça. Donc, tu vois, moi, si j'ai des calls clients, si j'ai quoi que ce soit, en fait, où je peux très très vite perdre une semaine, enfin, tu vois, je Ouais. pense que ça, tu connais, mais en fait, ça peut arriver, tu vois, genre, tu commences, t'es dans le rush, t'as bossé, mais en fait, à la fin de la semaine, tu sais pas trop sur quoi t'as bossé, et en fait, si pendant cette semaine-là, j'avais dû coder, bah, à la fin de la semaine, en fait, tu regardes ton GitHub et t'as 5 commits et pas beaucoup de choses dedans, tu vois. Donc tu peux vite perdre des semaines. Bah, là, l'avantage, c'est qu'en fait, j'ai quelqu'un qui maintient le rythme, tu vois, qui est obligé de. Enfin, obligé. Qui va commit tous les jours et qui avance tous les jours, tu vois. Donc ça, c'est un énorme avantage, en fait, pour garder du. Je vais prendre un anglicisme parce que je. Enfin, si, je pourrais dire du rythme, mais j'aime bien le terme pace, tu vois, en anglais. Mhm. Tu vois, le côté rythme, mais ouais, vraiment de délivrer tout le temps, quoi. Ok. Canon. Des derniers aspects sur cette construction. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de réécriture nécessaire? Tu vois, c'est souvent le cas. Tu le disais tout à l'heure, tu rouvres ton code 2 ans après, tu fais ah ouais, en fait, parce que tu progresses quand même drastiquement de Ouais, mois en mois. Est-ce que tu t'es astreint à souvent réécrire des choses ou au final, tant que ça tourne, ça tourne? c'est une bonne question. Aujourd'hui, genre, je m'astreins. Enfin, ça fait pas partie des tâches, tu vois, qui sont programmées. Tu vois, de dire, bah tiens, faut refacto ça ou ça. Euh, En plus, je suis pas convaincu. Tu vois, aujourd'hui, j'ai l'impression que l'IA peut nous aider, et en tout cas, moi, m'aide beaucoup, par exemple, pour faire de la refacto. Tu vois, je trouve qu'en fait, si tu restes au scope, tu vois, par exemple, d'une fonction, tu prends ta fonction, tu lui dis optimise-la moi, tu vois, et en fait, tu vas avoir un output qui en 2 secondes, t'as fait une refacto ou t'as proposé, tu vois, 2 3 trucs qui peuvent être pertinents. J'aurais plus tendance à avoir cette approche-là que de dire tiens, on va refacto ça ou ça. Après, là où on fait des refactos, bah, c'est quand tu as des problèmes soit de perf ou autre, ou tout simplement parce que on est en train de faire bouger tu vois, une partie du produit, et du coup faut faire. Si, il y a une refacto, pardon, il y a une refacto quand même qu'on a faite, enfin qu'il a faite pour le coup, c'était tous les settings. Tu vois, en fait, et je sais pas comment les auditeurs fonctionnent sur leur projet, mais je trouve que souvent on a tendance à, d'un point de vue produit, à bien penser, tu vois, l'aspect, on va dire, produit principal, mais il y a souvent le corollaire du produit principal qui est, tu vois, toute une partie settings que tu vas rendre modulable, ou en tout cas que les clients vont te demander de rendre modulable. Et donc, tu te retrouves en fait avec des settings qui deviennent un peu un Frankenstein, tu vois, parce qu'à un moment donné, tu as eu besoin de mettre quelques champs pour rendre ton app modulable. Et du coup, ça, tu le fais, t'as pas de spec dessus, t'as pas de design, tu vois, tu te dis, bah attends, c'est bon,
on va le faire à l'arrache. Et en fait, au bout de quelques mois ou quelques années, tu as des settings qui sont dégueulasses, qui ressemblent à rien. Et tu vois, et à un moment donné, on s'est dit, attends, on va rendre le truc clean, mais ne serait-ce que d'un point de vue, tu vois, Lisibilité. Lisibilité et tout. Et du coup, on a refait ces parties-là. Ok. Est-ce qu'il y a eu des moments aussi où tu étais en train de coder une nouvelle fonctionnalité qui t'a, comme tu as progressé, qui t'a amené à faire des changements plus ou moins structurants qui t'ont obligé à retravailler D'autres fonctionnalités qui tournaient bien jusque-là? Ouais, oui, ça arrive souvent. Ouais, Ouais, ça arrive souvent. c'est classique. Ouais, faut pas hésiter, effectivement, si tu vois des choses, tu vois, à les améliorer. Après, je reprends ce que je disais sur le dry tout à l'heure. Tu vois, j'essaye de faire en sorte d'avoir un certain nombre de... Dans la code base, en fait, d'avoir des composants. Alors, pas au sens... tu vois, pas comme React ou autre, mais tu vois, par exemple, je sais pas, sur le check de feature, tu vois, la sécurité, des choses comme ça, qui soient très réutilisables. Et du coup, d'avoir une approche assez pragmatique, tu vois, enfin, vraiment dessus. Et en fait, du coup, ça rend aussi le truc plus simple, parce qu'en fait, le jour où tu veux, tu vois, le changer, en fait, tu as juste ton composant à changer. Enfin, tu as besoin de le faire qu'une fois, quoi. Donc, ça aide un petit peu, quoi. Après, je suis pas non plus un ayatollah, tu vois, comme ce que tu peux avoir en React, où tu fais tout nickel, ou même en TypeScript, tu vois, j'en suis pas encore à ce point-là. Top. Pour passer aux questions un peu plus philosophiques, est-ce que après cette expérience, ta perception du métier de dev a changé? Et c'est quoi pour toi être dev? Alors, on verra après la question après, c'est est-ce que toi tu te sens dev, mais j'aimerais déjà savoir toi ta vision de ce métier-là, est-ce que ça a changé grâce à cette expérience? Et pour toi, c'est quoi les composantes d'un développeur ou d'une développeuse? Ouais, ça a changé. Bah forcément, ça change parce que quand tu es vraiment les mains dedans, tu vois, tu réalises différemment. Après, ce qui me manque un peu, c'est ce côté, tu vois, je serais curieux un jour. Enfin, non, parce que non, c'est pas une volonté du tout, mais tu vois, si j'avais pu être dev dans une autre équipe, de voir si j'aurais été un bon dev ou pas. Tu vois, et ça, du coup, c'est quelque chose que je connaîtrais pas, en fait. Tu vois ce côté, est-ce que finalement, enfin, ou alors... T'es encore jeune, on sait pas. Oui, je suis encore jeune, mais tu vois, même si demain, je sais pas, j'intégrais une autre équipe, tu vois, avec Collect, je suis pas... Aujourd'hui, je sais pas si on me donnerait, tu vois, une casquette technique ou plus business ou autre, tu vois. Maintenant, j'ai eu toute une période où je me sentais quand même un peu trop dev. Justement parce qu'en fait, je passais 80 ou 90% de mon temps à faire du produit. Et donc, un jour, je me suis retrouvé à un dîner et je me suis présenté comme un dev. Et là, ma femme m'a fusillé du regard. Elle m'a dit, mais en fait, t'es pas dev, t'es entrepreneur. Tu vois, il se trouve que tu fais du code, mais tu vois, genre, elle m'a un peu repris, elle m'a un peu repris là-dessus. Donc, ouais, ma première casquette, tu vois, c'est d'être entrepreneur, d'avoir ce business-là. Et après, il se trouve que je sais coder. Ok. Et donc, c'est quoi pour toi aujourd'hui les composantes pour être un bon dev ou une bonne développeuse? C'est une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui... J'aurais tendance à dire... Ça va te paraître... je sais, j'ai peur de dire une bêtise. En fait, je pense qu'aujourd'hui, un bon dev ou une bonne développeuse, c'est quelqu'un d'humble, parce que en fait, tout le knowledge qu'on a accumulé pendant des années ne sert plus à rien. Enfin, tout le knowledge. Le fait de savoir écrire du code ne sert plus à rien. Tu vois, avec l'IA, honnêtement, ça ne sert plus à rien. Maintenant, donc ça, je pense qu'il faut être très humble, et en fait... voilà, c'est un fait, et en fait, il faut l'admettre et travailler avec, tu vois. Après, je pense que du coup, partant de ce principe-là, on va dire ton boulot, à partir de là, c'est de dire, ok, maintenant que je sais ça, comment est-ce que je peux, on va dire, leverager tout ce qu'on a autour pour mieux coder, tu vois. Et du coup, c'est quand il le faut faire appel à, tu vois, une IA pour coder ou faire des recherches, mais en tout cas, je trouve plus qu'il y ait vraiment de
de savoir, tu vois, le savoir, c'est plus vraiment quelque chose c'est devenu une commodité, tu vois. En revanche, là où il y a une valeur aussi, c'est le côté, tu vois, enterprise dont tu parles, comment il s'appelait l'auditeur tout à l'heure? Nicolas, tu vas parler tout à l'heure. C'est qu'en fait, il y a plein de best practices sur les projets qui sont pas de la technique en fait, mais qui sont, tu vois, des réflexes que tu vas avoir d'architecture, d'organisation, qu'en fait tu apprends sur le tas en entreprise, j'ai essayé de trouver un jour un ouvrage de référence, mais en fait tu vois, je l'ai jamais trouvé, qui en fait sont pleins de savoir-faire, et ça je pense qu'effectivement c'est aussi une valeur, et que là où tu vois, je sais pas, un Claude va être très bon pour coder sur le côté vraiment tu vois syntaxe. Par contre, il va pas forcément, tu vas avoir la logique métier que toi tu vas pouvoir avoir derrière, tu vois. Et je trouve que ouais, t'as des trucs, mais tu vois, moi je m'étais dit, mais c'est quand même bizarre qu'un jour il n'y ait pas un mec qui ait fait un bouquin sur voilà tous les composants entre guillemets, tu vois, une toolbox, tu vois, tous les composants dont tu pourrais avoir besoin le jour où tu montes un SaaS, et voilà comment tu peux les articuler. Tu vois, je te donne un exemple tout con, mais alors je pense qu'il y en a qui ont essayé, ouais. Mais on est face à une contrainte, et c'est ce que tu évoques un peu en parlant de toute cette notion d'expérience, c'est qu'en fait les contextes sont tellement différents et en fait nécessitent très souvent des réponses hyper adaptées. C'est-à-dire, tu peux pas tu fais. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de. Il y a une discussion entre Nico et Pironel, Ouais. qui est effectivement la personne à qui tu pensais tout à l'heure, qui sont en train qui sont en train d'en parler dans le chat. Du coup, il le dit. Si tu fais un outil bancaire B2C, il y a un contexte à prendre en compte en fait. Tu ne fais pas de la même façon que pour faire un Airbnb ou pour faire un Uber Eats ou faire un truc pour commander des Nike. Enfin, tu vois, et donc le one size fits all n'existe pas. Ouais. Mais néanmoins, tu vois, t'as des best practices. Alors maintenant, tu vas me dire, oui, les frameworks le font. Mais tu vois, je sais pas, si tu prends l'exemple de un reset password, tu vois, des trucs tout bêtes comme ça, tu vois. En fait, à un moment donné, tu vois... Et pareil, c'est pas si simple que ça. Parce qu'en fait, il y a des contextes différents. Et on prend encore, tu vois, tu as l'exemple de la banque. J'en discutais, je crois que c'était avec Frédéric de Dashlane. Ouais. Je lui disais, moi, je ne comprends pas que sur beaucoup de banques, le code secret qu'on te demande de définir, c'est un code à 6 chiffres. En termes de sécurité, c'est une tannée, quoi. Et il me dit, oui, mais en fait, le problème de ta banque, c'est qu'elle doit s'adresser aussi bien à des gens comme toi et moi qui sont hyper tech-savvy, ou tous nos auditeurs et auditrices qui sont des gens hyper tech-savvy, et qui peuvent avoir un gestionnaire de password qui leur fait un mot de passe de 25 caractères de long, avec tous les types de caractères possibles et imaginables. Mais il faut aussi s'adresser à une mamie ou un papy qui est au fin fond de la France et qui n'a jamais spécialement travaillé avec les technologies. Donc il faut que tu sois utilisable par tout le monde. Et donc tu as des contraintes, tu as un contexte qui fait que en fait, même un truc de reset de password, tu peux pas le faire de manière universelle parce que tu as des clients qui sont... Tu sais que moi j'ai un exemple assez fou. J'ai travaillé une des boîtes que j'avais, donc auction.fr, qui était un site de vente aux enchères d'objets d'art. Il y a un truc que je raconte souvent, c'est que moi j'avais refait complètement le front, j'avais refait la page de description de chaque objet, et j'avais passé une semaine entière à refaire le CSS pour que quand tu imprimes la page sur une feuille A4, ça se fasse une jolie mise en page pour une page A4 et pas juste une impression de la page web. C'est pas le même contexte, donc tu vois, tu fais une impression différente. Je mets ça en prod et il y a quelqu'un qui débarque dans mon bureau en panique en me disant, Bruno, on a un problème, on peut plus imprimer. Et donc moi je comprenais pas, je dis attends, je teste, je joue un objet, je l'imprime, ça marche. Elle me dit mais comment t'as fait? Je dis j'ai fait pumper en fait. Elle me dit mais je savais pas qu'on pouvait faire ça. C'est parce qu'en fait dans ma nouvelle conception de la page, j'avais retiré le bouton imprimer sur la page. Et en fait il y a des gens qui m'ont appelé en disant on peut plus imprimer votre site. Parce que les gens savent pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas tous égaux. C'est vrai. Face à ces trucs là. Donc il y a vraiment pas de one size fits all quoi. Est-ce que donc tu nous as dit qu'aujourd'hui tu te sens pas forcément développeur, tu te sens avant tout entrepreneur? Maintenant en tout cas, déjà maintenant je code moins. Tu vois. Je code moins, donc déjà ça
ça aide, entre guillemets, à me ressentir un peu plus entrepreneur et un peu moins développeur. Non, il y a quelques mois, je t'aurais dit développeur. Tu vois. Ok. Donc ça, tu vois, j'échange Tu changes les casquettes. Hein. j'échange mes casquettes. Mais c'est effectivement, j'essaie de mettre plus en ce moment ma casquette entrepreneur et faire plus la promotion de collecte et tu vois, de vraiment tout faire pour trouver plus de clients et tout que d'avoir ce côté, tu vois, avoir une super features mais dont personne ne se sert parce qu'il n'en a pas entendu parler. Quoi. Je vois. Si tu devais recréer une boîte demain, est-ce que tu te remettrais à coder ou est-ce que tu ferais des choix différents? Non, je pense que j'essayerais... Enfin, je pourrais coder. T'as aussi un... D'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus, mais il y a aussi un côté, tu vois... On parle souvent de product market fit, mais tu vois, t'as aussi le côté product entrepreneur fit, tu vois. Enfin, où t'as un côté fit avec la personne, tu vois. Il faut que tu kiffes ce que t'es en train de faire. Et coder fait aussi partie, tu vois, des choses que je kiffe. Donc, je pense que je kifferais peut-être au début contribuer tu vois, si je devais monter une boîte, peut-être faire les débuts, tu vois, du projet. Par contre, effectivement, je pense que à travers l'expérience que là j'ai en ce moment avec mon développeur, je pense que j'essaierai de monter enfin, soit de le faire avec lui ou avec d'autres personnes, tu vois, proches de lui. Parce que ça marche bien et tu vois et que c'est un mode de fonctionnement qui me va bien et je pense qu'il me permettrait d'aller plus vite, tu vois, sur un prochain projet, quoi. Ok, canon. Merci beaucoup Alex pour cette discussion. Avec grand plaisir. Pour terminer, j'aurais 2 dernières questions pour toi qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs ici? Alors oui, parce que j'ai travaillé. j'ai anticipé ta question, sinon je sais pas d'ailleurs s'il me serait venu tout de suite. C'est un article, je te l'enverrai, c'est un article Medium qui explique comment Canva a économisé, je crois, 22 millions de dollars sur de l'optimisation S3. Et article que j'ai trouvé super intéressant, en gros, pour faire un peu l'historique. Donc, Canva, ils utilisent S3 pour stocker tous les assets qui sont utilisés sur leur plateforme. Et en fait, la problématique qu'ils ont, c'est que cette ligne de coût, elle fait qu'augmenter. Parce que tu vois, en plus, Canva, ils ont un plan gratuit, donc tu vois, les assets, ils font que s'accumuler. Il n'y a pas vraiment, tu vois, de côté, bah tiens, on n'en a plus besoin, on les enlève, tu vois. Et donc, en fait, ils ont au début... et ça rebondit d'ailleurs avec ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, dans un contexte donné, c'était la bonne décision à prendre. Bah, les mecs, au début, ne se sont pas trop posé la question. Tu as un upload, tu l'envoies sur le bucket le plus proche ou je sais pas quoi, le plus adapté. Et puis voilà, puis la facture monte. Puis à un moment donné, tu as un mec chez eux qui se dit bah, comment est-ce qu'on pourrait faire pour optimiser tu vois, la facture. Et donc là, ils se rendent compte que dans l'offre AWS, tu as un type de S3 c'est les glaciers. Donc en gros, c'est des assets dont tu n'as plus besoin ou moins besoin, donc tu les conserves sur S3, mais ils sont moins accessibles. Donc, c'est plus lent, il y a beaucoup plus de latence. Et tout. Ouais. Donc en fait, ils se posent la question de migrer tous les assets qui ont été uploadés depuis plus de 6 mois et qui n'ont pas été consultés dessus. Et puis en fait, ils font ça à petite échelle et là, ils se rendent compte que genre, il y a un coût de... Alors, t'as un coût de transfert en fait de la donnée et t'as forcément le coût de stockage, tu vois, qui va diminuer. En fait, ce qui est hyper intéressant dans cet article-là, c'est qu'à un moment donné, t'as quelqu'un qui a un peu réfléchi, qui s'est aperçu que, genre, si c'est un asset qui fait 3 kilobits, ton coût de transfert, en fait, ça va être l'équivalent de 3 ans de stockage sur S3. Donc, en fait, tu vois, t'as un moment donné, t'as un espèce de truc où tu peux te dire, attends, ça se trouve, celui-là, en fait, faut pas le transférer parce que, en fait, il nous coûte moins cher de le conserver sur S3 que de le conserver, tu vois, sur le glacier. Et donc, en fait, ils ont fait... C'est là où c'est assez intéressant. C'est, tu vois, ils ont commencé à vraiment se poser la question de, ok, comment est-ce qu'on définit vraiment la bonne règle, tu vois, d'archivage des assets pour que ce soit intéressant, tu vois, de les transférer et à quel moment on a le payback dessus, quoi. Intéressant. Avant de passer à la dernière question rituelle, on a une question qui est apparue dans le chat qui est intéressante que je vais te poser. Est-ce qu'il y a un moment où tu as senti des limites, où tu t'es senti freiné ou bloqué parce que justement c'était pas ta formation d'origine et c'était pas ton métier?
Ça m'est arrivé... Alors, pas beaucoup, j'ai de la chance, j'ai touché du bois. Non, tu vois, alors déjà, jusqu'à présent, on a réussi... Enfin, je dis récemment mais en tout cas, j'ai réussi à shipper tout ce que je voulais shipper. Tu vois, donc, il n'y a jamais eu de côté, tu vois, genre, ah tiens, on a un projet, mais en fait, là, on n'y arrive pas, tu vois, genre, on est bloqué et tout. Après, c'est plus là où... je vais pas dire j'atteins mon seuil d'incompétence, mais là où c'est un peu plus, je trouve, flippant, c'est sur le côté RevOps. Mais d'ailleurs, qui est pas que pour moi, tu vois, c'est la même chose pour plein de devs, en fait, quand t'as pas, tu vois, de RevOps dédié, c'est quand même un autre métier. Et t'as des moments, en fait, où, tu vois, tu peux te dire, attends, là, tu vois, si, je sais pas, si ma CI, elle est cassée, tu vois, je fais comment ? Enfin, tu vois, genre... je fais comment pour déployer et où en plus c'est des choses qui arrivent pas très souvent, mais où du coup tu as du mal à accumuler du knowledge dessus, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est en fait ça va tu vois, genre moi j'ai eu le cas une fois, tu vois, genre ce que j'utilisais pour déployer, j'avais un problème dessus et j'arrivais plus à déployer. Donc tu vois, genre j'avais un bug, il était fixé, je pouvais pas le fixer, enfin je pouvais pas le déployer, tu vois, en prod, tu vois. Et là, tu te sens quand même vraiment très, très con, tu vois. Et en fait, donc là, tu te dis, merde, mais en fait, je fais concrètement, tu vois, je fais comment, tu vois. Et donc, après, tu le fixes, mais pour de vrai, ça arrive pas très souvent. Donc, en plus, ouais, tu vas le mettre dans une knowledge base, mais ouais, c'est plus sur cette partie-là où parfois, je me dis... ouais, j'aimerais bien, tu vois, maîtriser un peu plus cette partie-là, quoi. Ouais. Top. Et donc la dernière question, la question rituelle du podcast, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Maintenant, je suis espace. Très bien. Merci beaucoup, Alex. Merci, Bruno. Et merci à tous d'avoir participé à cette discussion. Voilà, ça montre qu'effectivement le dev est un métier accessible à toutes et à tous. Ça montre peut-être aussi qu'au final, Alex, il a peut-être quand même déjà un peu cette fibre derrière lui, que c'était juste le moment de l'exprimer. En tout cas, voilà, on fait un métier formidable et je trouve ça super qu'il y ait des tas de gens qui s'y frottent parce que c'est effectivement quelque chose qui est génial à faire. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très bonne année 2025 parce que normalement on devrait être à peu près en janvier. Donc c'est le moment de vous souhaiter une très bonne année. Je vous remercie comme toujours de partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.